Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue à la revue des grandes unes de ce jeudi. Comme de tradition, allons tout de suite en kiosque avec la revue de presse sur l'actualité parue dans les journaux. Ce matin, on démarre donc par le quotidien Cameroun Tribune. Cameroun Tribune qui met en sa une CAN 2021. 10 mois pour boucler. Le journal indique ainsi que en prélude à la CAN de 2021 qui va se tenir évidemment en janvier 2021. Après la réussite du CHAN, le Cameroun est désormais dans une course contre la montre pour tenir le pari de l'organisation de cette autre compétition qui mobilisera 24 équipes sur 6 sites. Le journal indique donc qu'il s'agit de mettre les bouchées doubles pour parachever les infrastructures sportives dont évidemment le complexe d'Olembe qui fait couler beaucoup d'encre et de salive depuis quelques jours, écrit le quotidien Cameroun Tribune, toujours en relation avec le complexe d'Olembe. C'est l'affaire de 55 milliards qui bariole la une du quotidien La Nouvelle Expression avec Cyril Ntolo qui répond à Christian Pendaïkoka face aux questions pointues et précises de l'ancien conseiller de Paul Biya, directeur au ministère des Sports. Cyril Ntolo a réagi par des réponses vagues, contribuant à nourrir la polémique autour de l'usage des milliards de francs CFA débloqués. Et justement à propos, Christian Pendaïkoka qui écrivait à son jeune frère Cyril Ntolo pour prendre ses propres propos. Il disait que ses explications à l'émission de B-News sur le complexe d'Olembe, évidemment que Cyril Ntolo avait donné des informations générales, pas du tout convaincantes. Olembe est un projet qui avait été arrêté pour être livré, clé en main évidemment. Et Cyril Ntolo, directeur au ministère des Sports, il répond à Christian Ekoka, du moins pour retenir l'essentiel et l'utile dans sa déclaration fleuve, sa réponse fleuve. Le coût du complexe sportif d'Olembe, 163 milliards, intégrait un certain volume de travail qui n'a pas changé, Pitini n'ayant tiré que 113 milliards de francs. Comment peut-on achever le même volume de travail sans trouver des ressources financières complémentaires? Évidemment, c'est la question que pose Cyril Ntolo à Christian Pendaïkoka. Le journal parle aussi de l'affaire ART. Jean-Louis Bemengue est inculpé, l'ex-directeur général de l'agence de régulation de télécommunications, et ses co-accusés sont définitivement fixés sur les charges retenues contre eux. Ils sont accusés donc d'avoir, à travers les méthodes de gestion, détourné 5 milliards 600 millions de francs CFA, en tout cas des éléments, des charges sur lesquelles Jean-Louis Bemengue et ses conseils devront répondre évidemment. Voilà pour ce qui est donc de cette actualité dans les colonnes du quotidien. La Nouvelle Expression, Le Messager parle d'infraction aux règles anti-dopage. Les non-dits de l'affaire Onana, cardiologue de sport en service à l'hôpital gynéco-obstétrique et pédiatrique de Douala et universitaire, professeur Aimé Boni, se fend en révélation. En tout cas, vous lirez en page 10 du quotidien Le Messager qui parle aussi de crise à la FECAFOOT, à Tangandji et Mouele Kombi. Désavoue Albert Mida, le mépris de l'existence du comité exécutif provisoire. Les deux ministres consacrent l'autorité et la légitimité de l'équipe Mbombo Djoya. Le ministre à Tangandji qui a écrit au gouverneur de région d'interdire toute réunion qui devrait se tenir, de n'autoriser que la réunion tenue par le clan Mbombo Djoya, qui est actuellement président de la FECAFOOT. Évidemment, il y a aussi le ministre Nassim Mouele Kombi qui a écrit au président de la FECAFOOT pour l'informer de la disponibilité des fonds, évidemment, des stades pour la reprise du championnat, comme l'avait prescrit le président Paul Biya lors de son discours à la jeunesse le 10 février dernier. Voilà pour ce qui est donc de cette actualité. En l'intérieur du journal, il y a cette tribune que signe Serge Aimé Bikoy sur les 20 relatés au Cameroun, un serpent de mer aux tentacules indénombrables. Chaque jour, des distilleries clandestines poussent un peu partout, puis encore dans la capitale Yaoundé, siège des institutions de la République. Du moins, le journal indépendant parle de salaires fictifs, ces fantômes qui pillent le trésor public. L'audit des comptes de décédés dans les banques et les microfinances a permis d'identifier une somme de 21 milliards 800 millions de francs CFA virés après leur passage de vie à trépas. Le journal Politics de Guy Hervé Fongan, Politics Hebdo, qui parle ici de lassitude et pouvoir. Quel SDF sans ni John Frundi?
Évidemment, vous aurez sur ce plateau le directeur de publication de politique qui dit que le SDF est à la croisée de chemin. L'upécisation du SDF a été évitée grâce au Cameroun. En tout cas, sous le feu, sous la cendre couvre le feu au sein du SDF. L'histoire n'offre que des rares exemples de la charge qu'il abandonne de plein gré. Écrit le journal avec aussi cette réaction d'un spécialiste de droit public, Dr Luison Essumba, qui dit que le SDF survivra difficilement après le départ de son leader, dont la personnalité, sinon l'autorité, reste fortement collée à ce parti historique qui a fait rêver les Camerounais à partir des années 90. Le journal Mutation met en sa une combien Cameroun, combien sommes-nous, institué par décret présidentiel depuis 6 ans. Le 4e recensement général de la population tarde toujours à commencer. Quelles sont les causes? En tout cas, allez lire l'enquête du quotidien Mutation dans ses colonnes. Le journal parle aussi des regains de prise d'otages dans le Mayoré. Le quotidien L'économie parle du pipeline Tchad-Cameroun. La SNH veut racheter les actions du Tchad. La Société nationale des hydrocarbures prête à débourser 150 milliards de francs CFA pour cette opération. Et le journal Émergence met en sa une coronavirus. Le Cameroun va recevoir 100 000 doses de vaccins. En tout cas, cette information fait suite à ce qui s'observe autour de nous, comme d'autres pays africains qui ont commencé à recevoir les vaccins et dont la population, les Camerounais, s'indignait quelque peu de savoir que fait le gouvernement camerounais. Et bien voilà, la nouvelle est donc lancée. Le Cameroun va recevoir 100 000 doses de vaccins. Place à présent avec nos invités du jeudi que vous connaissez bien. Guy-Hervé Fongan, l'EDP, bonjour et bienvenue à la revue des grandes unes. Bonjour Jean-Paul et bonjour aux nombreux téléspectateurs qui regardent avec le même plaisir la revue qualitative des unes qui paraissent au Cameroun. Moi je voudrais commencer à avoir une pensée pour le chef supérieur Bamangum, Sa Majesté Moumbe Fouto Mitterrand, qui est arrivé à Douala depuis hier et qui a été très bien accueilli et c'est la première sortie officielle depuis son installation. Fongan certainement été en bonne place dans le protocole. Non, pas forcément, c'est une information. Et ce qui est intéressant dans cette affaire, c'est qu'il vient avec 15 autres chefs traditionnels. Et c'est sa première sortie officielle depuis son intronisation hors du palais royal. Et, il nous semblait important que ce soit dit, que ce soit su. Il est arrivé hier et samedi prochain, c'est-à-dire qu'après demain, il va procéder à l'installation des chefs de communauté qui sont dans la ville de Douala. Donc on lui souhaite la bienvenue dans la ville et on est très heureux de savoir qu'il est content de son arrivée à Douala. Camille, le bonjour, bienvenue à la revue des grandes unes, toujours clinquant comme chaque jeudi. Jean-Paul Juniel, bonjour. Bonjour Guy-Hervé Fongan, bonjour téléspectateurs d'Equinox Télévision. Moi j'ai plutôt une attention particulière au niveau de l'actualité qui m'a marqué avec cette bataille autour de l'héritage de Fotso Victor qui est en train d'aller de l'avant avec cette lettre fleuve que vient d'adresser Yves-Michel Fotso de Rabat au Maroc. Vous savez qu'il est malade là-bas. Depuis, il ne s'était pas prononcé. Non, il ne s'était pas prononcé, mais là, maintenant, il s'est prononcé. Il a mis en garde toute cette histoire. Bref, il s'est ému de tous ces testaments qu'il estime faux, laissés par son père. Et il s'est ému du fait qu'une bonne partie du patrimoine de son père est en train d'être vendu depuis qu'il est mort. Il est aussi particulièrement ému sur le sort des veuves à qui l'eau a été coupée, l'électricité a été coupée. Il y en a certaines même qui vont puiser l'eau dans les forages et tout. Donc Yves-Michel Fotso est en train démontre qu'après la mort, la disparition du patriarche Victor Fotso, il y a des choses pas très très bien qui se passent au niveau de la succession. Entretenu par ses filles. Non seulement par ses filles, mais par certains membres de la famille qui sont en train de détruire non seulement l'héritage, mais aussi tout le prestige qui était lié à Fotso Victor et qui est aujourd'hui en train de s'effilocher. Donc Yves-Michel Fotso certainement va engager déjà du côté des veuves des actions pour essayer de redresser la situation et peut-être redresser ce qui peut l'être et empêcher que ne soit vendu ce qui se prépare déjà à l'être. En tout cas, en tant qu'un ancien pilote de la CAMER, on pense qu'il a les moyens pour redresser le plan de vol de cette famille qui, depuis le décès de Fotso Victor, beaucoup de choses, beaucoup d'eau coule sous les ponts. Il faut dire que s'il était en place au Cameroun au moment de la mort de Victor Fotso, il n'y aurait pas eu tout cela.
Il n'y aurait pas tout ça parce qu'il était vraiment le véritable patron au niveau de la fratrie Fotso, au niveau de la famille Fotso, mais avec les déboires qu'il a eu judiciaires et même maintenant de santé, parce qu'il est quand même dans un état. Il est arrivé au Maroc dans un état pratiquement... Forcément, avec tout ce qu'il a dû traverser, ce n'est pas toujours évident. Hein. Le moral et le mental est à rude épreuve et parfois le corps subit beaucoup de maladies. Guy Hervé Fongan, comme on ne va pas commencer par Politics, sauf si vous voulez dire un mot avant de... cette une de Politics, lassitude et espoir, que vouliez-vous exprimer? Bon, on essaie simplement de constater un fait, parce que tous ceux qui observent de manière régulière l'actualité de notre environnement savent tous très bien que en ce moment le SDF était un peu en difficulté et en perte de vitesse. C'est un secret avec 3% à l'élection présidentielle. C'est un secret pour personne et que le chairman c'était un peu fatigué et d'ailleurs il n'était pas candidat à la récente élection présidentielle et qu'il y a des courants, des tendances au sein du parti. Et donc en observant de manière rigoureuse ce qui se passe au sein du parti, son retrait, le fait qu'il ne soit plus candidat de manière officielle maintenant qu'il a dit, ne règle aucun problème au sein du parti parce qu'il y a des clashs qui s'affrontent. Donc il est important qu'il aille jusqu'au bout de sa logique en prenant ses responsabilités et en indiquant clairement quelles sont ses positions et quels sont ses choix. Personne ne regarderait avec plaisir que ce parti vive cette implosion-là. Heureusement qu'il y a dans ce parti quelques têtes fortes qui sont à l'Assemblée nationale et qui continuent à faire exister ce parti dans l'espace public et surtout de rappeler aux gens, parce qu'il y a une nouvelle race de Camerounais qui estime que l'opposition a commencé au Cameroun en 2018. Beaucoup ont mis sous le boisseau tous les acquis de la démocratie camerounaise qu'on a pu obtenir grâce aux batailles et aux combats et aux victoires du SDF. Et c'est bien de rappeler ça, que c'est un parti historique qui doit tout faire pour redorer son blason. Et le chairman a, à mon sens, une lourde responsabilité de ne pas se défiler aussi facilement, mais d'avoir le courage et la lucidité de désigner quelqu'un qui pourrait tenir la barque et restaurer tout le prestige qu'on a connu dans les années 90 vis-à-vis du chairman. Peut-être qu'on pourrait aussi se réjouir de ce que le Lamido de Marois nous a rendu visite il y a quelques jours à Douala. Ce n'est pas très courant dans C'est le bal des chefs traditionnels. Voilà. Ce n'est pas très courant, donc Douala est très... Et c'était pas n'importe quoi. En Bagna, vous savez, toute la symbolique qu'il y a tout autour de ce petit village-là. Et c'était pour nous important de rendre compte de tout ça et de savoir que de plus en plus Douala est très sollicité. Et quand tout un amido de Marois se déplace pour ici, il faut que les gens le sachent. Camille, sur cette une de Guy Hervé Fongan qui parle du SDF, que pensez-vous de cette assertion, de cette analyse de spécialistes de droit public, Luison Essomba, le docteur Luison Essomba, qui indique clairement qu'après le départ du chairman du SDF, ce parti survivra difficilement après son départ? Il faut d'abord commencer par lever le chapeau à Politics, à Guy Hervé Fongan, qui ont pensé faire tout un dossier sur la perspective de la vie du SDF sans John Fondi. Il fallait vraiment y penser, parce que depuis le moment où John Fondi a officiellement annoncé qu'il ne se présentera plus à aucune élection, il y en a qui sont restés tétanisés, il y en a qui se posaient des questions, mais Politics a mis les pieds dans le plat et a posé la question fondamentale. Sans John Fondi, ce sera comment? Et moi, je pense que c'est important de se poser cette question parce que vous connaissez la place historique centrale et même emblématique qu'occupe John Fondi au sein de ce parti qu'il a créé. Qu'il a créé dans la douleur en 1990. Moi, j'étais à Bamenda le 26 mai quand il y a eu cette marche qui n'avait pas été autorisée, qui avait été encadrée par l'armée, mais au terme de laquelle il y a eu des morts. Et vous ne pouvez pas imaginer ce que c'est à un moment où il n'y avait pas encore de démocratie, il n'y avait pas encore de multipartisme. De liberté d'expression. A eu le cran et le courage de descendre et de dire à partir d'aujourd'hui, la démocratie existe au Cameroun, le SDF est né. Suivi par la population. Bien entendu, ça fait 31 ans. Et en 31 ans, John Fondi il a tout donné quand même. Il a tout donné et on sent effectivement depuis un certain temps qu'il est vraiment au bout du rouleau. Bon, au bout du rouleau, mais pendant qu'il est au bout du rouleau, il a essayé, parce qu'il a eu ce mérite, il a essayé de passer le flambeau à un jeune
pour qu'il continue, continue le combat. Mais apparemment, il semble que le flambeau n'a-t-il pas été tenu, ou bien y a-t-il des défections, mais politique, c'est comme... Le fruit n'a pas tenu la promesse des fleurs. Comme beaucoup d'observateurs l'ont observé, le SDF... Camille, est-ce que le fait qu'à chaque fois on constate que lorsqu'on veut, on passe là, on fait des signes d'ouverture, de passer la main à un plus jeune, ça se passe pas toujours bien. Est-ce que ce n'est pas aussi parce que ces leaders politiques, à un moment donné, on crut peut-être qu'ils étaient éternels, ils n'allaient pas partir, ils ne se sont pas pris à temps pour mieux ausculter leur entourage et choisir la personne qu'il faut? Il est difficile de dire que John Founi peut penser qu'il est éternel. Non, il est difficile. Moi, je pense que comme dans tout appareil de pouvoir, il y a certes un leader, un créateur, un leader, un animateur, mais autour de lui, il y a forcément tout un appareil qui, à un moment donné, devient même plutôt... C'est cet appareil qui commence à contrôler le promoteur et qui empêche même le promoteur, parfois, de prendre un certain nombre de décisions. On ne peut pas dire que dans le SDF, c'est le cas, mais on peut tout simplement penser, parce que on ne peut pas dire que John Founi... Est-ce qu'aujourd'hui, au SDF, le chairman peut-il prendre une décision en toute souveraineté sans être influencé par X ou Y? Voilà la question qu'il faut poser. Moi, je ne répondrai ni par l'affirmative, ni par la négative, mais seulement, je vais tout simplement dire qu'il est important de se demander quel sera l'avenir du SDF aujourd'hui, parce qu'il faut le dire, John Founi se retire, qu'en sera-t-il? Joshua aussi a-t-il suffisamment de cran, a-t-il les épaules assez larges pour s'imposer? Ou alors, y aura-t-il une sorte d'aggiornamento à l'intérieur de ce parti où on va peut-être faire table rase de tout ce qu'il y a et de mettre un nouvel exécutif? Quand on regarde l'activisme de Jean-Michel Nietzsche aujourd'hui, avec le ministre du Shadow Cabinet, Jean-Robert Wafo, on voit bien qu'il y a déjà un courant qui est en train de se positionner, effectivement, pour la perspective du retrait de John Founi. Est-ce que Camille, quand on observe ce que fait l'honorable Nietzsche avec le ministre du Shadow Cabinet, est-ce que ce n'est pas la ligne originelle du SDF là-bas qu'il tente de maintenir? Je pense tout simplement que c'est une ligne politique, c'est-à-dire que ce sont des gens qui sont des militants qui sont considérés comme des militants assez actifs et même activistes, mais alors sont-ils dans la ligne de la démarche intellectuelle ou idéologique de John Founi? On peut se poser la question. Mais toujours est-il que la posture de Jean-Michel Nietzsche aujourd'hui et de Jean-Robert Wafo est en train d'être scrutée avec beaucoup de déviance, surtout du côté de ceux qui sont autour de John Founi et qui se demandent s'ils ne sont pas en train de vouloir faire une sorte de révolution de palais. En tout cas, c'est d'ailleurs la situation qui se passe généralement lorsque la tête du parti ou d'un appareil gouvernant va bouger. C'est ce qui se fait aussi avec le gouvernement. En tout cas, excusez-moi Guy Fongan que Camille les monopolise quelque peu la parole. Tout à l'heure, Guy Fongan évoquait le chef supérieur Bamboum qui est à Douala. Il y a le Lamido de Marois qui est venu à Douala et aller en Bagna. Quelle est la symbolique de cette visite en Bagna? Je ne peux pas vous la dire, puisque le Lamido Bakari Irma Boubalioum, Lamido de Marois, qui est très connu et dont d'ailleurs qui s'est trouvé régulièrement à la une de l'actualité ces derniers temps. On savait que quand Eto s'est rendu à Marois, il est passé par le Lamida. Vous savez très bien que même Maurice Kamto, quand il est arrivé à Marois, il ne s'est pas empêché d'aller faire un tour au Lamida. Mais cette fois, c'est le Lamido lui-même, Bakari Boubalioum, qui est descendu ici à la chefferie supérieure, le 3e degré de Mbagna, rencontrer Sa Majesté et l'oncle Kotor Patrick, qui est le chef de ce village, mais un village emblématique. Un village parce que quand on parle de Mbagna, on parle effectivement de la rivière Mbagna qui est le sanctuaire absolu des traditions Sawa. Vous savez, c'est un fleuve sacré. C'est un fleuve sacré qui a eu, sur lequel on a lavé Manu Dibango à un certain moment, sur lequel on a lavé on a opéré des rites sur Pakosi de Maya, et même le plus illustre de ceux qui ont visité le Maya, c'est le président Paul Biya lui-même. Au lendemain de son accession au pouvoir, il est revenu, il arrive à Douala, on l'a reçu au bord de la rivière Mbagna. Donc le Lamido Bakari Yerima, en arrivant,
on ne sait pas exactement, on ne peut pas se dire, puisque de son accueil à l'aéroport jusqu'à son arrivée à Mbagna, où il a été reçu devant les Milimbi, et au-delà de tout ce qui s'est dit entre lui, c'est le chef traditionnel. Il y a beaucoup de symbolique, mais seulement il y a des choses qui vont être connues. Mais d'ici là, il faut retenir que ce Lamido, tout un Lamido, comme l'a dit Guy Fongan, est arrivé à Douala, et pas n'importe où. Au bord sur la déesse de Mbagna. Guy Fongan, parlons de cette une du quotidien Mutation, Cameroun. Combien sommes-nous 6 ans après que le chef de l'État ait prescrit le 4e recensement général de la population, jusqu'ici rien ne bouge. Quelles peuvent être les raisons de ce blocus là, ou alors de raison de ce statu quo? Non, les raisons sont connues. Vous savez, c'est ceux qui suivent un peu notre actualité au quotidien savent que les chiffres, donc il y en a qui font de la retention d'informations parce que les véritables chiffres sur le nombre de Camerounais est connu, mais par ceux qui les manipulent pour des questions essentiellement politiques et électoralistes. Ça, tout le monde le sait. Et cette retention de l'information sur le nombre de Camerounais exact permet simplement à ceux-là de ne pas permettre aux Camerounais d'avoir une certaine lisibilité sur la répartition qu'ils font, par exemple, au niveau des arrondissements, des élus dans les départements et les arrondissements. Alors, comme ils ne sont pas très sûrs, du moins l'ordre gouvernant, de ce que, s'ils donnent par exemple à Douala, le nombre exact, vous savez qu'il y a tout un débat depuis plusieurs années sur combien, sur combien exactement nous sommes à Douala. Il y en a qui avant du chiffre 3 millions, il y en a qui disent même qu'on est plus de 10 millions à Douala. Et par conséquent, on méritait un nombre. Voilà, et donc par conséquent, le fait de manipuler les chiffres pour des raisons politiques permettent d'avoir la même mise sur la gestion des affaires de la cité et de donner à qui on veut le nombre de population qu'on souhaite pour que cela prenne le contrôle des affaires de la cité. Eh bien, c'est essentiellement politique, mais il faut qu'on pousse le débat. Je pense que c'est un autre sujet que les parlementaires devraient prendre à bras le corps, parce que cette opacité qu'il y a autour de le nombre exact que nous sommes, profite quand même pour publier même les résultats du recensement de 2005, ça avait été toute une histoire. Voilà, donc cette opacité ne profite pas qu'à un seul camp, c'est-à-dire le camp qui a la charge d'organiser, de gérer la cité, qui, sur cette base-là, le parti État, si vous voulez, sur cette base-là, repartit de manière subjective les élus, des sièges parce que ils sont les seuls à avoir les véritables chiffres. Ils n'ont pas intérêt à ce que ce soit que les vrais chiffres soient connus de tous. Parce que l'opacité profite seulement à eux seuls. Parce que l'attribution du nombre de sièges est en fonction de la population. Camille, dans ce registre où on ne connaît pas combien nous sommes, tel que mentionné à une du quotidien Mutation, comment les pouvoirs publics font donc pour élaborer les politiques publiques de développement ou le développement des infrastructures socio-éducatives et des projets de base? Bonne question. C'est pour cela que, et c'est ce qui me pousse à dire que je ne pense pas que ce soit uniquement pour des considérations électoralistes ou politiciennes que on rechigne à ne pas faire un autre recensement depuis 21 ans. Parce que le dernier recensement était en 2005. Entre 2005 et aujourd'hui, ça va faire 21 ans. Il est tout à fait normal qu'on n'ait pas encore pensé à faire un recensement. Or, en 20 ans, vous ne pouvez pas imaginer la population peut doubler, même surtout avec maintenant, non seulement l'exode rural, mais aussi avec la multiplication forte de natalité qu'on enregistre au Cameroun. Parce que vous savez très bien que la moyenne d'âge au Cameroun se situe autour de 22-23 ans aujourd'hui. Donc, ce qui fait que je ne pense pas que ce soit uniquement pour des considérations électoralistes ou parce qu'il est important pour l'administration, pour le gouvernement et pour les pouvoirs publics de pouvoir calculer l'indice de développement, de pouvoir calculer les besoins des populations et même le taux de croissance. C'est par rapport effectivement à cette population. Mais est-ce que plus ça tarde aussi, ça complique la tâche? Ça complique la tâche. Et moi, je pense que c'est pour cela que la question posée par Mutation a tout son sens, dans la mesure où on parle de plus en plus d'une imminente opération
de recensement qui est tout à fait importante. Guy Hervé Fonga dit tout à l'heure que les gens se posent des questions sur la population exacte de la ville de Douala. Il y en a qui parlent de 2 millions, de 3 millions, d'autres de 7. Les chiffres vont dans tous les sens. Les chiffres vont dans tous les sens, mais quand on regarde l'explosion démographique qui caractérise Douala, on a de la peine à se dire que non, c'est seulement 2 millions, 3 millions de personnes que l'on peut recenser à Douala. Donc, la nécessité d'un recensement... méticuleux, un recensement méticuleux. Pas seulement en prévision d'éventuelles élections que l'on ne peut commencer à voir qu'à partir de 2025, mais uniquement, mais surtout, non seulement pour une meilleure visibilité des réalités. Pour mieux évaluer les besoins réels de la population. Et même regarder aujourd'hui avec ce Covid qui est là, il faudrait bien qu'on sache combien de personnes il y a à Douala et combien de personnes on devrait avoir vaccinées. Guy Hervé Fonga, j'ai lu quelque part, toujours dans votre journal, ou en tout cas dans un des journaux, le Cameroun qui ouvre ses ailes à Air Algérie, qui ouvre ses ailes au Cameroun. Est-ce que là, avec cette convention signée entre le ministre des Transports et la partie algérienne, est-ce qu'on ne décrète pas, on ne signe pas finalement l'acte de décès de la Camerco? L'acte de la Camerco a été signé depuis belle lurette, c'est connu de tous, et on a tous suivi la cérémonie d'hier avec le ministre des Transports. Moi, je pense que c'est Camerco est dans notre économie le plus gros gâchis de l'histoire du renouveau, parce que on nous a démontré à la face du monde qu'avec Camerco, qu'il n'est pas possible d'avoir une compagnie nationale et publique qui marche. Et c'est essentiellement regrettable. Il faut dire aux gens que à côté de nous, il y a les compagnies publiques qui appartiennent au l'État, qui fonctionnent comme Kenya Airways, Air Mali, qui fonctionnent à merveille. Qu'on soit incapable, 60 ans après les indépendances, de tenir une compagnie aérienne, je pense que on vient de se tirer une autre balle dans le pied. Le Camerco a été pendant très longtemps un gouffre à sous. La solution, à mon avis, qui aurait été plus opérante, c'est de laisser les particuliers s'intéresser à cette affaire et de la rendre plus compétitive. Je pense qu'il y a des Camerounais, aujourd'hui, vous avez... L'État ne peut plus dans tous les cas. L'État ne peut plus. Il faut qu'on confie ça aux nationaux qui ont l'expertise. Nous en avons. Vous avez suivi l'actualité du dernier directeur de Camerco, qu'on avait débarqué, Edikoum. Et aujourd'hui, le directeur marketing à Air Sénégal. Air Sénégal, qui est en train de signer de grosses conventions, qui dessert aujourd'hui, Air Sénégal dessert carrément le monde entier, les destinations que Camerco ne rêve même pas faire encore. Et on voit que là-bas, il se déploie de manière très efficace et il semble très épanoui là-bas, alors qu'ici, on nous a démontré qu'il ne connaissait rien. On voit qu'à Air Sénégal, il fait des merveilles. Donc c'est pour dire qu'on a de la ressource technique pour avoir une vraie compagnie. Je pense qu'à une vraie compagnie aérienne, il faut simplement que l'État laisse faire les nationaux pour que cette compagnie, qui est la prunelle des yeux du chef de l'État, puisse retrouver son prestige d'antan. Il faut souligner que Ernest Dikoum, avant d'arriver au Cameroun, sortait des Emirates, l'une des plus grandes compagnies au monde en ce moment. Camille, sur cette convention entre le ministère des Transports et l'ambassadeur d'Algérie, et l'ambassadeur d'Algérie sur la compagnie Air Algérie qui va desservir le Cameroun. Quelle est la plus-value d'une telle convention? Mais c'est déjà la première chose, c'est la preuve que le ministre des Transports n'est pas là seulement pour s'occuper des affaires d'accidents sur la route. Comme on l'a mis sur la sellette depuis un certain temps, on l'a demandé qu'est-ce qu'il fait sur son bureau alors qu'il fait un travail extraordinaire sur les routes pour la sécurisation des passagers, sur la sécurité. Bref, ça démontre aujourd'hui que Ngale Bibeye n'est pas seulement là pour des histoires d'accidents ou de route, mais il se déploie même sur le terrain diplomatique avec cette convention signée avec l'ambassadeur d'Algérie. J'ai beaucoup aimé le titre du messager qui dit que Algérie déploie ses ailes au Cameroun. Ça veut dire quoi? À travers cette convention, le ministre des Transports donne la possibilité aux avions d'Air Algérie non seulement de venir desservir le Cameroun, mais d'ouvrir aussi le Cameroun aux éventuels acteurs du tourisme, de l'agriculture, des affaires. Donc, ce n'est pas seulement les avions d'Alger qui arrivent,
mais c'est seulement l'ouverture du Cameroun vers l'Algérie à travers des avions qui vont desservir. Mais je ne suis pas très d'accord avec Guy Fongan qui dit qu'il y a des dessertes à l'international auxquelles le Cameroun n'a jamais rêvé. Non, Guy Fongan, Cameroun Airlines. On rêve, mais on n'arrive pas à déployer les ailes. Cameroun Airlines a desservi pendant longtemps l'Amérique du Sud et même l'Amérique centrale. Non, je crois qu'on parle de Camerco. Ah bon. Je crois qu'on parlait plutôt de Camerco. Ah non, mais je crois qu'on parle de Camerco. Non, vous avez des auxquels le Cameroun ne rêve pas. Camerco, oui. Voilà, Oui, Camerco. Camerco. Là, avec le grand coup du ministre des Transports hier, on demandait d'ailleurs avant Air Algérie, vous savez très bien que le ministre des Transports s'est retrouvé aux Émirats arabes en train de signer aussi une convention toujours dans le cadre, dans le sens d'ouvrir le ciel camerounais. Dans le ciel camerounais aujourd'hui, qui n'a que les avions, les 2 ou 3 avions de Camerco, on voit que le ministre des Transports va au-delà de cela et est en train d'ouvrir non seulement de nouvelles perspectives. À quoi ça sert d'ouvrir le ciel camerounais aux autres compagnies étrangères alors que nous-mêmes, nous n'arrivons pas à déployer nos ailes sur notre territoire? Le problème du déploiement de nos ailes, justement, est un problème qui est actuellement à l'étude au ministère des Transports, où on a trouvé une solution. Et ce n'est pas de la seule compétence du ministère? Ce n'est pas de la seule compétence, on a trouvé une solution, mais cette solution, les Camerounais vont en être informés dans les jours qui suivent. Mais il faut déjà retenir les efforts vraiment appréciables du ministère des Transports dans le sens justement de l'assurance de l'ouverture du ciel camerounais. Mesdames, Messieurs, c'était tout pour cette édition de la Revue des Grandes Unes. Le gendarme de l'antenne, M. Carlos Minoué, qui est là. En tout cas, demain, on parlera du salaire fictif. Ces fantômes qui pillent le trésor public, des audits des comptes dans les banques et les microfinances ont permis de voir que 21 milliards 800 millions de francs CFA étaient reversés, touchés par des personnes qui ne sont plus, qui sont déjà décédées. À qui profitait tout cet argent? En tout cas, on aura l'occasion de voir tout cela demain. C'était tout pour cette édition de la Revue des Grandes Unes. Restez scotchés sur les programmes d'Equinox Télévision avec 10-12 de Zénith qui démarrent dans quelques instants.